inspirante, un podcast du réseau Germe. Bonjour et bienvenue aux initiés et aux curieux dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. 2 cycles de formation inspirants, Germe destiné aux managers et cadres dirigeants et Émergence pour les managers de proximité. Germe, ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Aujourd'hui, deuxième partie d'un échange en compagnie de managers participants Germe en Guadeloupe. Avec eux, nous parlons des soft skills, ces savoir-être qui font la différence au quotidien dans l'entreprise. Alors, est-ce que cela se paramètre, les soft skills ? Quelle est la place des temps informels pour identifier et accompagner les savoir-être des membres de son équipe ? En quoi les soft skills feront de plus en plus la différence face à la montée en puissance du numérique et de l'intelligence artificielle ? C'est Sony qui ouvre ce deuxième épisode avec la question de l'attention portée à l'autre. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Est-ce que les tests sont des bons outils pour identifier les soft skills, les aptitudes, les savoir-être ? Qui veut répondre avant que Sony ? Sony, tu peux répondre aussi à cette question-là avant de nous parler d'esprit d'entreprendre ? Je vais y répondre. Ouais, il est tout terrain, Sony. Donc, je vais revenir sur deux sujets pour moi, pour pouvoir donner un peu raison à toi et à toi. Les soft skills, en fait, je ne les traduirai pas comme étant du savoir-être. Je vais traduire comme plutôt de l'aptitude. Parce qu'en fait, les soft skills vont regrouper, le savoir-être va regrouper un peu un côté éducationnel, l'éducation qu'on a reçue, et des aptitudes qu'on peut ou pas développer. Et c'est vrai que dans nos entreprises aux Antilles... Tiens, et tu vas faire une petite pause pour nous dire de quel type d'entreprise tu es manager. Donc je suis DRH d'une société internationale. Et Cimentier. Dont on ne citerait pas le nom. Et dans nos entreprises aux Antilles, tu disais ? Je pense que souvent, la taille des effectifs font que les soft skills prennent une place prépondérante. Parce que plus les équipes sont petites, je répète, lorsque je fais des recrutements, que le savoir, on le voit sous le CV, le savoir-faire, on le voit sous l'expérience. Ça, on peut le porter au candidat. Mais la partie savoir-être, on ne peut pas le porter. Et c'est ça qui va faire la différence entre deux profils. Et plus les équipes sont petites, plus cette composante-là devient importante, devient prépondérante. Concernant la gestion du stress, j'ai une astuce souvent. Quand je vois que le candidat est stressé, on fait un exercice de respiration. On s'arrête, on fait un exercice de respiration, on dit calme, on se calme. On n'est pas là pour vous manger, on se calme, on fait un exercice de respiration. Et à ce moment-là, on reprend l'entretien. Parce que souvent, parfois, ou bien même ça m'est arrivé d'arrêter, de me lever, de permettre au candidat de faire un tour à l'extérieur, de revenir. Et après, on reprend l'entretien et souvent, les gens sont plus apaisés, sont plus souriants, sont plus détendus. Donc, un peu prof de yoga, si je comprends bien. Non, pas du tout. Pas du tout. L'idée, c'est que... Je le disais avec bienveillance. Non, mais l'idée que... C'est rare d'entendre un recruteur mettre autant les gens à l'aise. C'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a 30 minutes, 1 heure pour voir un candidat qui est souvent stressé. Et qui, par le stress, la partie, les 15 secondes, on va peut-être les rater, mais pas parce qu'elle n'a pas l'aptitude, parce qu'elle est un peu stressée, la personne. Et donc, on a 30 minutes, et il faut chercher, dans les 30 minutes, l'heure, il faut chercher qui est cette personne, ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut lui donner les conditions idéales pour pouvoir... Un vrai reporter de micro-trottoir qui doit mettre à l'aise la personne qu'elle rencontre. Tu voulais nous parler d'esprit d'entreprendre, Oui, Sony. Parce que parmi les soft skills, il y en a... Je rencontre avec les jeunes qui arrivent, c'est une composante importante pour elles, parce qu'en fait, les jeunes ont besoin... Ils sont moins sensibles à la structure de l'entreprise que les anciens. Ils sont souvent force de proposition, etc. Donc, c'est vraiment une compétence qu'il faut canaliser et qu'il faut encourager. Et donc souvent, je vois qu'on a embauché des jeunes et ça nous a donné un dynamisme au sein du siège parce que toutes leurs initiatives, on les cadre, on les canalise, mais on les encourage.
Donc on a des beaux événements, tu pourras témoigner des beaux événements aujourd'hui. Des soirées. Qu'on a des entreprises. Parce que justement, on encourage cela. Des gens qui veulent monter une entreprise à l'extérieur, moi je les encourage, je les aide, je les rassure, je leur dis mais non, il faut y aller. Mais c'est des coups à ce qu'ils s'en aillent, ça, qui montent pas leur grave. boîte pour de bon. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est que les gens fassent leur chemin. Avec nous ou pas avec nous. Alors sache qu'aujourd'hui, je finance les transitions professionnelles. Je sais. Et hop, la page de pub, c'est fait. Lise, et puis je voudrais entendre Annie qui après parler de présence. Je voulais juste intervenir et rebondir sur ce qu'a dit Sony sur l'esprit d'entreprendre. Moi, je crois que l'esprit d'entreprendre, c'est aussi dans l'entreprise. Quand moi, je fais le recrutement, je fais aussi attention au sens client, au fait que les personnes soient attentives à nos résultats, à la performance, etc. Et pour moi, même si je suis dans un grand groupe international, le sens entrepreneurial, il existe aussi dans des grands groupes, même si on n'a pas sa propre entreprise. Je pense que c'est important que les collaborateurs aient ce sens, en fait, de l'entreprise, qui vivent l'entreprise pour ses résultats. C'est pas juste une entreprise dans laquelle on va travailler, on revient, etc. Non. Moi, je pense que le sens entrepreneurial, il doit exister de base, en fait, quelle que soit l'entreprise, au-delà de partir de l'entreprise. Et pour le coup, comment tu fais pour l'identifier ? En fait, c'est par rapport à l'expérience. Par exemple, là, j'ai eu très, très récemment à recruter une personne et on parle d'engagement et d'envie. Et la personne a su me montrer en fait son engagement et son sens client. Tout simplement en m'expliquant des projets qu'elle avait menés de façon et des propositions qu'elle avait faites à ses entreprises précédentes de façon des initiatives qu'elle avait pu prendre pour me démontrer justement qu'elle avait ce sens client. Comment on peut distinguer, peut-être même faire le pari qu'il y a un potentiel chez quelqu'un qui pourtant n'a pas encore mené de véritables actions et projets? Comment est-ce que vous pouvez le détecter, ça? Lui donner sa chance, complètement, si l'environnement le permet. C'est Annick qui parle. Ben oui. Bonsoir Annick. Bonsoir tout le monde. Annick, manager. Donc, manager dans un organisme public avec une équipe de 80 personnes sur 3 pôles différents, donc 3 domaines différents. Et animatrice GERM, par ailleurs. Et animatrice GERM. Donc la présence et la pleine présence, c'est vraiment ce qui anime quand on a plusieurs sujets en même temps. Et que par ailleurs, on est aussi une mère de famille. Voilà, tout ce qui peut se rajouter, c'est qu'à un moment, pratiquer la pleine présence, c'est vraiment ce qui permet alors personnellement, savoir gérer son temps, mais également donner à l'autre toute la considération qui va bien. C'est quoi la pleine présence ? La pleine présence, c'est arrêter tout ce qu'on fait et d'être pleinement dans le sujet, avec l'autre, dans l'entretien avec l'autre, et donner aussi des habitudes. Alors, je le vis dans ma vie de manager. Alors, mon pôle le plus rapproché, mes managers stratégiques, ils sont 9, quand même. Donc, il faut quand même que les 9 sachent que quand je suis à tel endroit, je suis pleinement à tel endroit. Donc, s'il y a une urgence, s'il y a autre chose, vous savez que vous pouvez me laisser un message sur le WhatsApp. Ne pensez pas que je suis derrière mes mails. Donc, c'est donner aussi à l'ensemble de son collectif. Donc, quand on parle du sens du collectif, donner aussi ces habitudes-là, de savoir comment on peut travailler ensemble. C'est ça, donner les règles. Donner les règles. Ouais. Et apprendre à apprécier le temps qu'on donne à chacun. Qu'est-ce que ça change, ça, de proposer à une équipe, pour le coup, j'ai envie de dire quelque chose qui va au-delà du savoir-être, qui parle même de l'intime, en fait, de son rapport au temps, de son rapport personnel au temps. Qu'est-ce que ça change de proposer cette façon de voir la vie à son équipe ? Alors, ça leur montre que j'ai une vie perso et que j'accepte qu'ils en aient une aussi. Donc, concilier vie professionnelle, vie privée, c'est important et ça se respecte. Maintenant, ça se respecte aussi l'engagement et le contrat de travail qu'on a. Hein. c'est en balance aussi. Voilà, donc quand on dit l'empathie, comprendre l'autre, mais c'est pas la sympathie non plus, c'est aussi l'empathie, c'est pas la complaisance. Donc ça, ces règles-là, elles se disent. Et c'est là où, pour moi, on va de plus en plus vers des relations authentiques, parce que je ne la joue pas avec vous. Quand je suis avec vous, je suis pleinement avec vous. Et jusqu'aux collaborateurs. Hein. Et dans nos organismes où on n'est pas sur la prime,
ni aux résultats. Ça ne va pas marcher dans le public. C'est vraiment, pour moi, en grosse partie, la présence et la valorisation, la reconnaissance du travail que tu fais. Du travail que tu fais, du travail que le collectif fait. Et qu'est-ce qu'on a encore à faire davantage pour que le service public soit au rendez-vous. Oups. Quel discours, ça nous laisse sans voix. La préfète a parlé. La préfète a parlé. Alors, non, c'est pas la préfète. Alors, ce qui m'a amené vraiment sur la pleine présence, c'est aussi un exemple de la vie familiale. Vous savez, quand on est tellement pris sur notre boulot et que ton gamin t'a déjà posé 5 fois la question « Mais maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» et que tu n'as toujours pas répondu. Question. Mais tu vas m'écouter quand je te raconte ? Mais maman, tu sais que je t'avais déjà dit ça. Et ça, là, on se rend compte que si au travail, quand on reçoit quelqu'un et qu'on est encore en train de continuer à faire ses mails et qu'on regarde comme ça, et c'est vraiment ce travail-là que je demande aux uns et aux autres de couper l'écran. Donc, si vous avez quelque chose d'urgent, et de plus en plus, vous allez arriver à mon bureau. Donc, n'attendez pas de m'envoyer un mail et pensant que je vais vous répondre au mail. S'il y a une urgence, vous saurez m'appeler, puisqu'on est tellement envahi par les mails. Et s'il y a quelque chose, vous allez trouver comment arriver jusqu'à moi. La présence, ça parle de plein de sujets, et notamment de la gestion du temps, donc des priorités. De distinguer l'urgence de l'importance. Sony. J'abonde dans le sens d'Annick. C'est une de mes pratiques, donner du vrai temps aux gens. C'est-à-dire que les gens savent qu'ils ne peuvent pas rester souvent près de mon bureau, mais qu'ils y seront. Je ne vais jamais répondre au téléphone, je ne vais jamais regarder mes mails. Je vais toujours me concentrer, donner du vrai temps. Peu de temps, mais du vrai temps. Sabrina. Moi, j'aimerais rebondir sur le sens du collectif. Alors, j'ai fait une mission il n'y a pas très très longtemps où je suis arrivée en plein chantier de changement de logiciel et où j'ai remplacé quelqu'un qui était parti en arrêt maladie. Enfin, d'abord en congé maternité et puis une autre personne qui est partie en arrêt maladie parce que trop de pression par rapport à ce changement de logiciel. Et j'ai vraiment senti l'esprit d'équipe, le sens du collectif dans cette entreprise parce qu'en fait, ils étaient tous dans la même galère avec des formations qu'ils avaient pu suivre en anglais pour ceux qui comprenaient l'anglais. Et il y a vraiment eu cette entraide entre tous les collaborateurs parce qu'ils étaient tous dans la même galère. Et voilà, donc j'ai fait pareil. Je me suis embarquée dans cette expérience avec pas grand-chose non plus en bagage. Mais avec cette envie justement d'aider. Et ils étaient tous dans le même esprit. Et voilà, j'ai passé une bonne petite mission. Ouais, je fais style. Sur la fin, c'était un peu dur. La graine inspirante. Un podcast du réseau Germe. Jusqu'où un manager peut-il agir pour développer les aptitudes d'un collaborateur ? Et quelle est la place du collectif dans cette démarche ? Lise et Laura nous évoquent à présent leurs expériences. Qu'est-ce qui peut motiver une personne à acquérir tel ou tel soft skills ? Exemple, la gestion du temps pour un profil de personnalité plutôt artiste, le sens du collectif pour quelqu'un qui travaille très bien seul. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est intéressant de chercher à progresser sur tous les tableaux ? Non, on peut rester dans son cœur de métier, dans son talent, mais en restant quand même relativement ouvert aux compétences de chacun. Le sens du collectif, c'est pour quelqu'un qui n'aime pas travailler en collectif, c'est difficile à gérer, mais l'énergie qu'il y a autour fait qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas faire partie d'une entreprise, on ne peut pas s'exclure volontairement, et de toute façon, le collectif vient récupérer la personne qui se sent solitaire, enfin qui reste solitaire. Laura ? Alors, moi je suis en train d'aller chercher un collaborateur, c'est-à-dire qu'on a un collaborateur qui est en dehors du groupe.
Et j'en ai d'autres qui, s'ils pouvaient, tous les vendredis, feraient un apéro à 14h parce que c'est l'heure à laquelle ils finissent. Et moi, en général, le vendredi à 14h, c'est l'heure où je suis très contente que tout le monde parte parce que je peux commencer enfin à travailler puisque je serai plus sollicitée. Fichez-moi la paix. Oui, voilà, exactement. Et enfin, quelqu'un qui dit la vérité. Ah oui, non, mais je leur dis vraiment qu'il y a des fois où j'ai pas envie de les voir. On peut pas être disponible parce tout le que temps. j'ai besoin d'être concentrée sur des sujets où je peux pas travailler quand ils sont là. Donc, je suis très contente quand ils partent. Alors, un vendredi, je descends pas. 2 vendredis, je descends pas. Et le 3e vendredi, ils me disent « Ah ben toi, tu fais jamais la fête avec nous. » J'ai dit « Bah oui, sauf qu'il y a d'autres trucs Alors, il y a des vendredis que je sacrifie et où je reste assise avec mes 10 gars, puisque ce sont des gars, et où, pendant 1h30, j'apprends à connaître que celui-là fait telle chose le week-end, que celui-là est plus passionné par ça. Et du coup, j'apprends aussi à entendre en dehors du travail ce que j'ai pas envie qu'ils me disent quand on travaille. C'est-à-dire que on a des anecdotes ils vont me dire par exemple que je suis un peu dure sur tel sujet parce qu'on est en train de boire un verre ou qu'on est en train de rigoler tous ensemble. Il y a des choses qui vont être plus faciles à dire. Oui, sur un temps informel. Et celui qui est en dehors du groupe, ils arrivent petit à petit à le ramener dans le groupe par ces moments-là, parce qu'à ces moments-là, il est disposé à entendre ce qu'il n'a pas envie d'entendre quand il travaille de 7h à 14h en fait. Donc, on arrive à ramener dans le groupe des gens qui sont un peu moins par des moments informels, gérés soit par nous, parce que j'en organise de temps en temps aussi, mais le collectif en organise beaucoup plus souvent que moi finalement. C'est une façon de s'emparer aussi, Voilà. la régulation du système, ces temps informels. Parce qu'ils acceptent de se dire, comme j'ai pas pu lui dire ça maintenant, je lui dirai vendredi autour d'un verre qu'il a déconné sur tel ou tel sujet. Jackie, on va s'approcher de la conclusion. Non, c'est plus une réflexion sur le sens du collectif et sur la présence. Aujourd'hui, donc, nos collaborateurs peuvent, notamment avec le télétravail, adapter leur temps de travail. On peut aussi, donc, moi, je vais dans mon entreprise, je vais externaliser en métropole une partie des tâches. Et la personne qui va recruter, donc, qui va prendre cette tâche-là, en fait, elle me dit c'est super parce que en fait, moi j'ai un collaborateur, le problème c'est qu'il ne plaît pas les directions parce qu'il commence à 10h le matin et en métropole, commencer à 10h du matin, ça se fait pas quoi. Mais comme avec le décalage horaire, avec nous, avec les Antilles, elle m'a dit c'est super, je vais pouvoir garder cette compétence et la garder avec moi. Et donc voilà, c'est plus cette réflexion sur aujourd'hui, on peut très bien avoir le sens du collectif, mais être en télétravail. Ça ne va pas forcément être au sein d'une équipe de 15 ou 20 personnes, mais contribuer, donc en étant à distance à faire grandir le groupe. Et la notion de présence, c'est plus forcément être présent de 7h du matin à 18h le soir. Quoi. Bien sûr. David Juder réagit sur quelque chose avant la conclusion que tu as Fred. annoncée. Moi, ce qui me parle, après toutes ces années, en tout cas, j'ai vu une évolution aujourd'hui, où dans la grande distribution où je suis présent depuis quelques années, l'humain prend une place de plus en plus. Alors important. justement, tiens, justement, avant de poursuivre, je te propose justement peut-être de te lancer avec cette formule. À l'ère de la robotique et de l'intelligence artificielle, notre salut viendra probablement des soft skills. C'est signé Nicolas Hazard, le fondateur de l'INCO. C'est un groupe présent dans 50 pays qui soutient les entreprises innovantes. Ça va dans le sens de ce que tu voulais dire, j'imagine. Complètement, je crois qu'on revient à cette égalité et je persiste à dire que malgré les évolutions techniques et autres, la part de l'humain est incontestable aujourd'hui. Le Covid qui est en train de nous laisser nous a donné cette leçon. Certes, on peut travailler à distance, on peut utiliser les moyens techniques, mais on voit aujourd'hui que les gens ont besoin de sociabilité, de se retrouver. Et je crois qu'aujourd'hui, la relation humaine... La relation sociale, je disais. Voilà, la relation humaine, voilà. On le note aujourd'hui, dès qu'on peut, on oublie, on a banni quasiment les visios et on revient en présentiel dès lors que c'est possible. Parce qu'on a besoin de se voir, on a besoin de se rencontrer. Alors l'intelligence artificielle, oui, mais ça prendra un temps avant d'arriver sous nos latitudes, dans la mesure où on est dans une culture orale et on a besoin de proximité. C'est peut-être le fait que nous soyons iliens, mais on a besoin de proximité. Oh, dans l'Hexagone aussi. Voilà, mais on a besoin de proximité et on en revient. Je prends un exemple, Fred a dit qu'il est dans la grande distribution, mais il y a quelque chose de flagrant aujourd'hui et je pense qu'il peut confirmer ce que je dis.
Ce sont les petits points de vente aujourd'hui qui développent énormément et beaucoup plus de chiffre d'affaires que les grandes surfaces où les gens sont un peu perdus et on recherche aujourd'hui la proximité. Jackie aussi, et donc, Sony. Rapidement, c'est que tu disais, donc on a besoin de liens sociaux et il est clair que Germe est un formidable moyen d'avoir ce lien social. Vous l'avez compris, ce sont quand même de grands promoteurs de Germe ici en Guadeloupe. Pour rebondir sur ton questionnement, est-ce que l'humain revient au cœur de l'économie? Oui, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que de plus en plus dans les sociétés, on cherche à motiver les salariés. Pourquoi? Parce qu'on motive à certains facteurs de performance. Et les gens motivés produisent plus, et il y a moins d'accidents, ils sont moins absents. Donc aujourd'hui, on essaie non seulement d'avoir des humains, mais des humains motivés. Puisque le capital d'une entreprise, elle est générée par l'activité du travail. Et plus l'activité, on génère de la valeur humaine, ça va décliner sur de la valeur économique. J'abonde totalement à ce que tu dis et moi je voudrais parler d'intention. Ça vous arrive de ne pas être d'accord les uns avec les autres pour créer du débat ou pas? C'est pas arrivé ce soir encore. Parlons d'intention, Bruno. Parlons d'intention. L'humain au cœur de nos interactions. Aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer l'intention qu'un guichet automatique ou qu'une intelligence artificielle pourrait me donner dans un échange chatbot. Aujourd'hui, quand j'ai un humain en face de moi qui a une conviction, qui est convaincu de son produit, qui est convaincu du service qu'il peut m'apporter, qui est ponctuel, on parlait du soudeur tout à l'heure, qui est fier de son travail, il y a une intention qui est véhiculée. C'est cette intention que je reçois. Dans la communication, je reçois l'efficacité de ce qu'il a l'intention de m'apporter. Et quand on parle de recrutement, pour nos jeunes recrues, qu'avez-vous l'intention d'apporter à l'entreprise? Et quand ils répondent à cette question-là, là, ils parlent avec leur trip. Ils ne parlent plus avec leur CV. C'est vrai. Je voudrais rebondir, David. Aujourd'hui, je motive mes commerciaux au-delà du quantitatif. Je mets beaucoup de qualitatif. Dans mon qualitatif aujourd'hui, je mets 30% de la prime. Alors qu'avant, on n'était que sur un objectif de chiffre d'affaires, de marge. Mais là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je mets du qualitatif. Alors, il m'a dit souvent c'est abstrait. Non, je dois expliquer que non. Le qualitatif, il se mesure. Comment? Il se mesure par les relations sociales dans les équipes, il se mesure par le nombre d'appels de clients mécontents, il se mesure par les notes des clients, tout simplement. Ma moto de service, je l'ai avec moi, je dirais à l'heure. Et le taux de service, c'est justement cette relation-là qu'on met en place avec nos clients. Annick? Je voulais rebondir sur l'humain et le sens du travail. Aujourd'hui, beaucoup de nos générations, enfin les jeunes en tout cas, recherchent cette quête-là du sens du travail. Je le fais pourquoi? Et je m'investis pourquoi? Et ils savent aussi quitter l'entreprise quand ils ne trouvent pas la réponse. Donc oui, il faut savoir composer avec ça, même sur notre territoire où... Oui, je confirme. Je disais, jeunes et moins jeunes savent quitter l'entreprise. Naturellement. Dernière question de cette discussion absolument passionnante. Merci beaucoup déjà pour votre engagement, votre motivation, j'ai envie de dire. Sur quels soft skills vous avez vous-même progressé? On a beaucoup parlé de Germe, évidemment. C'est le podcast de Germe. Depuis que vous êtes en parcours au sein de Germe, sur quels soft skills, sur quelle aptitude, savoir-être? Sur l'audace. L'audace. Ouais. La confiance. La confiance. L'instinct. Ouais. L'audace aussi. L'audace. D'accord. Que d'audace. Beaucoup d'audace aussi. Ouais. Affirmation de soi. Vous osez faire, vous osez être. Fred, pas mieux? La communication, je pense. Ouais. J'ai envie de dire autre chose que ce qu'il y a sur notre support. Je dirais me faire plaisir aujourd'hui. Ouais. Kiffer. La passion. Même dans la relation et les conflits. Ouais. Mais avec le recul, oui, Annick, même dans ce moment-là, parce qu'en fait, quand c'est difficile et que j'arrive à convertir l'autre, en tout cas à lui faire entendre raison, mais c'est un kiff incroyable. Et j'ai envie de revenir demain matin. Et c'était un kiff incroyable d'être avec vous. Nous étions à Pointe-à-Pitre aujourd'hui pour ce podcast sur les soft skills. Prenez soin de vous. Merci. Je retiens de cette discussion l'impérative nécessité de porter attention à la qualité de la relation, à ses clients bien entendu, et tout autant à ses collaborateurs. Vous l'avez remarqué, nous sommes de plus en plus nombreux à chercher à affirmer le sens dans notre travail.
Et en cela, accompagner le développement des soft skills occupe une place majeure. Alors et vous, sur quoi s'appuie votre quête de sens ? La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. À très bientôt avec Germe pour une expérience d'avance.